Direction le débat ce matin, débat spécial ISR pendant une demi-heure, 9h30 à 10h. Deux spécialistes d'Ecofi sont avec nous sur ce plateau. Tout d'abord Marie Luché, responsable de l'analyse ISR. Bonjour Marie. Bonjour. Voilà, une spécialiste. Et puis Pierre Valentin, président du directoire d'Ecofi Investissement. Bonjour Pierre. Bonjour. On démarre, évidemment, on est en pleine semaine, 5 au 10 octobre, la semaine de l'investissement socialement responsable, donc un grand moment pour l'ISR qui en a besoin, parce qu'on l'a vu dans l'édito, pour l'instant, les institutionnels s'y sont mis, plutôt avec vigueur, plus de 200 milliards, mais pas encore les investisseurs particuliers qui peinent. C'est curieux, parce que quand on leur pose la question, ils sont plutôt prêts à franchir le pas pour mettre de l'ISR dans leur portefeuille. Marie Luché. Oui, c'est ça qui est étonnant. Plus de la moitié, selon cette enquête, est sensible aux critères environnementaux, sociaux et éthiques, ce qu'ils appellent éthique. Mais malheureusement, le lien n'est pas fait avec les produits d'investissement socialement responsable. Bon, les grands réseaux bancaires essayent de former leurs conseillers clientèle, mais on l'a vu, à peine 3% de ces personnes particulières, investisseurs particuliers, se voient offrir ce type de produit. Donc il y a de gros efforts à faire du côté des réseaux bancaires, de la pédagogie. On espère que le label ISR gouvernemental va aider à effectivement donner plus de publicité à ce type de produit et plus de transparence aussi. Oui, quels sont les freins en fait aujourd'hui, Pierre Valentin, selon vous, qui empêchent? C'est vraiment la connaissance ou c'est d'autres critères, type performance? Qu'est-ce qui peut inquiéter l'investisseur particulier aujourd'hui? Je crois que l'investisseur particulier, il serait prêt à investir. C'est surtout, comme le disait Marie, l'organisation des réseaux par rapport à cette question de l'ISR. Je pense que, en fait, c'est assez payant de faire le pari de proposer des fonds ISR. En tout cas, dans certains réseaux bancaires très impliqués, on se félicite de l'effort qu'on fait pour la promotion de ce type de fonds parce qu'il y a plutôt un afflux de clientèle. Bon, une sur bonne ces collecte, sujets. on l'a compris. Alors, Marie Luché, on va détailler avec vous parce que EISR, ESG, PRI, il y a plein d'acronymes. Il faut déblayer un peu tout ça. On va démarrer par simplement, qu'est-ce que l'ISR? Quelle est la pertinence de cette approche ISR aujourd'hui? Alors en fait, vous avez effectivement cette multiplicité d'acronymes et une des raisons pour lesquelles ça reste un peu opaque pour notamment les particuliers, voire les petits investisseurs institutionnels. Donc effectivement, l'analyse ISR intègre dans les choix d'investissement au-delà des critères financiers traditionnels, une analyse de la performance environnementale, sociale et de gouvernance des entreprises dans lesquelles on souhaite investir. L'objectif, c'est évidemment de détecter des failles, des zones de risque où l'entreprise ne gérerait pas bien un sujet fondamental pour elle, comme on a pu le voir récemment avec le cas Volkswagen ou le cas BNP l'année dernière. Et également rechercher des leviers de croissance, c'est-à-dire que les entreprises qui se positionnent sur des enjeux environnementaux et sociaux de demain vont probablement, enfin on l'espère, dépasser leurs concurrents à l'avenir. Voilà. C'est-à-dire que pour vous, le respect de ces critères environnementaux, sociaux, gouvernementaux, de gouvernance, pardon, c'est une meilleure performance à la clé, c'est-à-dire qu'on évitera les sorties de route, sans mauvais jeu de mots, comme pour Volkswagen, des tricheries, des tromperies, des impacts sur l'environnement qui déclenchent des amendes. Ça, c'était BP en 2010. Oui, alors évidemment, c'est l'objectif. Après, nous n'avons pas de boule de cristal, donc pour avoir détecté ce genre de faille, il faut qu'on ait l'information. Donc déjà, si l'information n'est pas publique, voilà, pour le cas de Volkswagen, seul l'EPA, Environmental Protection Agency américaine, était au courant de cette tricherie. Donc là, bon, quand on n'a pas l'information, c'est difficile de détecter. En revanche, ce qu'on avait comme faisceau d'indices, c'était une mauvaise gouvernance de la part, enfin, une mauvaise note, une mauvaise performance en matière de gouvernance par Volkswagen sur plusieurs critères, notamment un manque d'indépendance du conseil de surveillance, donc un équilibre des pouvoirs qui n'est pas vraiment là. Et c'est plusieurs faisceaux d'indices comme ça peuvent nous aider à détecter des manquements de l'entreprise. Je dis bien peuvent parce qu'évidemment tout ça reste de l'analyse et donc reste subjectif et ce n'est pas une science exacte. Alors j'ai une question justement, est-ce que avant le scandale, Volkswagen avait passé le filtre ESG par exemple dans Alors en fait nous avons un double filtre à la fois sur la performance environnementale, sociale et de gouvernance et un filtre aussi sur les controverses, donc c'est-à-dire pour vraiment détecter les entreprises qui font face à des incidents majeurs et compte tenu de
ces problématiques de gouvernance, Volkswagen faisait partie des moins bien notés des constructeurs automobiles dans notre processus. Ça veut dire qu'il était sur une liste noire, on pouvait pas Non, investir il ou n'était pas pas sur une liste noire, nous en avions juste un peu. En revanche, maintenant, il y est définitivement. Alors là, pour un long moment. voilà, je pense que là, ils sont... Il est blacklisté. Voilà. Il y a eu d'autres cas, Pierre Valentin, justement, on se souvient des marées noires, BP qui vient justement de terminer, enfin on vient d'avoir le montant global après 5 ans de tractation et de procès. C'est énorme, c'est gigantesque, et ça porte sur plusieurs dizaines de milliards. Il reste, bon, ils avaient déjà payé une partie, il reste 18 milliards qu'ils vont payer sur 16 années. Une fois que c'est circonscrit, effectivement, il y a quand même un impact, on voit, sur la performance boursière. Là aussi, BP passera pas les critères avant longtemps. Effectivement, BP était une société pour laquelle on avait identifié le problème il y a assez longtemps. Mais je voudrais insister sur le fait que l'ISR, du fait de cette véritable explosion des amendes, est porté par, même vis-à-vis des gérants qui s'y intéressaient pas, par cette inquiétude sur le risque financier que fait courir la non-conformité dans les entreprises. Donc très clairement, c'est un sujet, je pense, qui va monter, et aussi à cause des contraintes réglementaires, puisque les investisseurs institutionnels demain devront rendre des comptes sur les caractéristiques ESG, donc environnement, social et gouvernance, de leur portefeuille. Monter c'est vrai, des risques, enfin en puissance, ça c'est inéluctable, et on va fouiller de plus en plus. On voit aussi qu'il y a un effet de contagion sur l'ensemble du secteur automobile. Du coup, ça jette la suspicion. On a vu les cours Renault, Peugeot et tous les équipementiers derrière qui ont quand même flanché au cours des semaines précédentes. Du coup, ça vous oblige aussi à réviser, à aller un petit peu plus dans le détail justement de ce qui pourrait, bon, pas cacher, on va pas accuser tout le monde de fraude évidemment, mais d'être encore plus strict sur ces critères. Alors, encore une fois, on se base, comme l'analyse financière, sur des informations publiques. Donc, même si on élargit largement le spectre des informations qu'on collecte par rapport à l'analyse financière traditionnelle, mais il faut quand même que cette information soit publiée, soit par une ONG, soit par une autorité ou un organisme qui dépose plainte contre une entreprise. L'EPA a fait visiblement vérifier les moteurs BMW qui apparemment ont respecté parfaitement les normes d'émission américaines sans ce fameux logiciel. Donc a priori, on ne va pas, si vous voulez, anticiper sans raison apparente, en tous les cas, une mauvaise note sur des entreprises. Ce à quoi je voulais aussi... ce sur quoi je voulais revenir, c'est effectivement le cas de BP était aussi une question de faisceau d'indices, puisque à l'époque, comme le disait Pierre, nous n'en avions pas à cause de sous-investissement sur la question de la gestion des pollutions. Ils avaient eu des fuites de pipeline, ils avaient eu des explosions de raffineries au Texas. Donc là, on avait vu ces faisceaux d'indices et on en avait déduit un risque. Et comme je vous disais, bon, l'ISR, c'est le Graal, c'est ça, c'est d'arriver à détecter les risques aux côtés de l'analyse financière également. Donc des scandales, des pollueurs, on a aussi, bon là c'est encore plus dramatique, la centrale de Fukushima et le japonais TEPCO qui en a subi les conséquences. Vous avez étudié le cours des actions, effectivement, après même ces scandales. Ils ont du mal à raccrocher les wagons et à reprendre leur capitalisation d'antan. Ça, c'est sûr que, par exemple, on a vu avec BP, qui n'a jamais retrouvé le niveau de son cours de bourse de 2010. Il est toujours à peu près moins 25% du niveau de 2010. Probablement, Volkswagen, qui a déjà perdu 40%, va rester collé en plancher pendant un certain temps. Le montant des amendes, comme vous le disiez, grossit énormément. On l'a vu avec la BNP l'année dernière, plus les annonces, par exemple, sur JP Morgan récemment. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est un peu entré dans une nouvelle ère, c'est-à-dire qu'il y a la rapidité de l'information mêlée à plus j'allais dire, de sens citoyen, même si ça fait un peu béni oui-oui, mais c'est un petit peu ça. C'est comme si les citoyens n'acceptaient plus la tricherie de la part des entreprises et aussi sont plus sensibles aux questions environnementales. Et ça, on peut dire que c'est à peu près... Ça a vraiment, pour moi, commencé avec la crise. Oui, sauf que là, quand on a 40%, le cours qui baisse de 40%, près de 30 milliards qui partent en fumée pour le scandale Volkswagen, c'est pas forcément que de l'ISR, c'est aussi une réaction épidémique des marchés qui se méfie aussi des amendes. Il y a un chiffre qui est sorti, Pierre Valentin, on évalue les amendes là aussi pour Volkswagen, ça se compterait en dizaines de milliards d'euros. Oui, bien sûr, et c'est ça le phénomène nouveau, puisque si on fait un peu d'histoire des amendes, on s'aperçoit qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, on atteignait difficilement le milliard. Aujourd'hui, on parle en milliards,
voire en dizaines de milliards. Donc indiscutablement, le sujet de l'information supplémentaire que va apporter aux gérants, qui se préoccupent ou pas, sincèrement, de l'environnement, du social ou de la gouvernance, ça va être une question clé dans les années à venir. On a parlé des mauvais élèves de la classe ou ceux qui ont été pris. Justement, quelles sont les valeurs, les secteurs que vous affectionnez qui passent le fil des critères ESG et sur lesquels justement vous êtes plutôt confiant? Est-ce qu'il y a un ranking des meilleurs de la classe? Alors évidemment, nous n'avons pas un filtre traditionnel best in class, puisqu'avec notre analyse des controverses, finalement, on arrive à ce qu'on appelle dans le jargon, j'aime pas trop utiliser ce mot parce que tout le monde, c'est pas forcément voilà, quelque chose de facile à appréhender, mais ce qu'on appelle le best in universe, puisque du coup, on va grâce à ce filtre sur les incidents auxquels font face les entreprises, il se trouve qu'il y a des secteurs qui sont plus impliqués dans ces incidents et dans ces scandales. Donc on a notamment le secteur bancaire depuis la crise et puis évidemment le secteur énergétique. Nous adaptons au style de gestion de nos produits, c'est-à-dire comme l'a dit Pierre tout à l'heure, nous avons 2/3 de nos encours avec un filtre ISR, donc sur les actions, sur les obligations, avec beaucoup de styles de gestion différents. Donc en fonction de ces styles de gestion, nous avons effectivement des entreprises que nous préférons et sur lesquelles on peut miser. Alors il y a deux gammes, une gamme responsable, une gamme éthique et solidaire. Quelle est la différence entre les deux gammes? Alors en fait, sur la gamme éthique et solidaire, qui est la gamme ISR et solidaire historique, le premier fonds que nous avons créé l'a été en 2000, il s'appelle l'épargne éthique action, il existe toujours aujourd'hui. Nous avons un filtre qui est très engagé pour nos clients qui sont vraiment convaincus par le sujet et qui va réduire de 40 à 50% l'univers d'investissement de départ. En revanche, pour la gamme ISR responsable, qui concerne notre gamme traditionnelle, dans laquelle nous avons intégré les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, nous avons un filtre qui va être un petit peu moins contraignant et qui va exclure certains émetteurs vraiment très mal, très mauvais, enfin qui performent vraiment mal sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, mais qui va cantonner les élèves moyens au lieu de les exclure. Pierre Valentin, justement, vous sentez qu'il y a aujourd'hui une appétence du public pour justement avoir de plus en plus de ce label ISR, être sûr que son investissement finalement va dans quelque chose de durable, qui fait du bien peut-être pour la planète et pour l'économie réelle en général? Oui, je crois que c'est une tendance de fond qu'on observe d'ailleurs dans la banque, dans la finance, et le label peut être utile. Le label peut être utile parce que je pense que spécialement les particuliers peuvent se sentir un peu perdus. L'ISR ne précisant pas forcément très bien quel est exactement son processus. Donc le label peut être utile, mais j'insiste sur un point, c'est que, en particulier pour les investisseurs institutionnels, le label risque d'être un peu réducteur. Et la vision un peu globale, avec une analyse, avec un jugement d'une personne qui connaît bien l'entreprise sur l'ensemble des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ça reste irremplaçable. Et aussi, ça permet à certains gérants de mettre l'accent sur certains aspects plus que sur d'autres. Par exemple, mettre plus l'accent sur les faits, sur les indicateurs, sur les mesures, que sur les proclamations d'intention, que sur un certain nombre d'actions qu'on appelle parfois greenwashing. Le greenwashing, c'est le fait effectivement d'avoir un rapport annuel où on va dire, voilà, on a fait un peu d'écologie. De mener un certain nombre de petites actions, mais qui ne concernent qu'une partie de l'entreprise, tandis que le reste de l'entreprise resterait assez à l'écart de cette responsabilité sociale et environnementale. Ouais, donc, la liberté des gérants, y compris par rapport au label, ça reste, de mon point de vue, indispensable. On a l'impression qu'il y a eu un changement, là, justement, tout ce greenwashing. C'est vrai que le rapport annuel en papier recyclé, etc., c'était un peu cosmétique. Aujourd'hui, on a l'impression, peut-être grâce à vous, que les choses évoluent et que voilà, c'est plus l'arbre qui cache la forêt, où on a une usine modèle et puis tout le reste qui est en mauvais état ou qu'on veut cacher. Aujourd'hui, il y a eu des progrès, vous sentez ça depuis quelques années? Alors c'est vrai que nous participons, comme d'autres parties prenantes, comme les ONG, à pousser les entreprises à progresser. Donc nous le faisons par le vote aux assemblées générales et également par le dialogue. Donc là, ça consiste à aller seul les co-investissants ou parfois aux côtés d'autres investisseurs institutionnels, notamment dans le cadre des principes pour l'investissement responsable, titiller, j'allais dire, les entreprises sur des sujets un peu qui fâchent, sur lesquels on considère qu'elles sont en risque ou qu'elles gèrent mal un de leurs enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc ça, c'est un des moyens d'aller un peu pousser l'entreprise dans ses retranchements et de jouer notre rôle d'investisseur responsable, en poussant l'entreprise à progresser sur ses pratiques.
Et puis, effectivement, dans notre processus ISR, comme le disait Pierre, nous nous attachons spécifiquement à regarder davantage les résultats concrets, ce qu'on appelle les indicateurs quantitatifs des entreprises, plutôt que leur politique ou leur discours. Ça, c'est très important aussi. Voilà, donc vous vérifiez à l'épreuve des faits que ce qui respecte bien ce qu'ils vous ont raconté et pas seulement durant l'assemblée annuelle. Écoutez, on va continuer donc dans un instant, on va faire une petite pause et on va voir si on va parler performance également. Est-ce que c'est performant? Est-ce que les investisseurs particuliers souhaitent augmenter leur part d'ISR? Pourquoi? C'est dans la suite du débat dans un instant sur Direct Gestion. À tout de suite.